3, 2, 1... Salut l'équipe, comment ça va ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude, sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, au vu du nombre de pépites qui évoluent actuellement en NBA, au vu du nombre de jeunes de qualité qui sont présents, j'ai eu envie de faire un sujet, de creuser un petit peu là-dessus. Mais ouais, des mecs qui ont moins de 23 ans en NBA actuellement, il y en a, mais parmi eux, quel est vraiment le meilleur jeune? C'est de ça aujourd'hui qu'on va discuter autour de sélections que j'ai faites. De toute façon, le concept, je vous l'explique juste après. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Qui est le meilleur jeune joueur actuellement en NBA? Mais avant de commencer, aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un bon maillot, qui à l'occasion du Black Friday, qui arrive très vite et pour lequel vous savez il y a plein d'affaires à faire, m'a fait l'honneur et le plaisir de sponsoriser cette vidéo. Mais un bon maillot, si vous connaissez pas, vous allez me demander ce que c'est. Eh bien c'est un concept très simple que je vais vous expliquer et surtout qui est complètement unique en France. Vous envoyez votre taille, vous sélectionnez les équipes que vous ne souhaitez pas, soit parce que vous ne les kiffez pas, soit parce que vous avez justement trop de maillots de cette team, vous choisissez l'une des 3 box qu'ils proposent et un bon maillot s'occupe du reste. Pour l'occasion là, ils m'ont envoyé la boîte, le coffret mystère, qui est vendu à moins de 40 € en ce moment et qui contient soit le maillot d'une équipe internationale, soit le maillot d'une équipe européenne. Et bien évidemment, on va l'ouvrir ensemble. Du coup, c'est quoi la surprise qu'ils m'ont réservée? Bah écoutez, je commence par vous montrer, peut-être que vous verrez mieux que moi. Déjà, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Je sais pas si vous avez un aperçu, moi c'est pas mal, parce que là j'ai le couvercle qui me cache le retour, je vois pas du tout ce que c'est, et je sais pas, apparemment, une team internationale, une team européenne. Allez, je regarde, et let's go, oh, c'est une équipe française, c'est Monaco. Et ça fait plaisir, la Roca Team. Pour être honnête, on va l'ouvrir ensemble, hein. Pour être honnête, moi je suis de Limoges à la base, donc le basket français forcément je m'y intéresse et je suis plutôt un supporter du CSP, mais vous savez, ma grande spécialité c'est la NBA, mais s'il y a une team pour laquelle j'ai envie de regarder du basket français et notamment du basket européen, et c'est Monaco, forcément c'est Monaco, il est trop beau, il est trop quali. Ouais, vu les ambitions que la team a en Euroleague, ça donne vraiment envie de la suivre, vraiment quali. Trop content d'avoir reçu ce maillot de... merci beaucoup un bon maillot, merci les frérots. Trop heureux, je l'ai mis direct, il me va trop bien, c'est pile la bonne taille, j'ai même pas enlevé l'étiquette tellement j'étais pressé, et franchement ça fait plaisir, hein, vu la grosse collecte de maillots que j'ai, notamment de maillots NBA, j'en ai très peu d'équipes françaises, j'en avais 2 jusque là, quelques-uns d'équipes européennes, mais celui-là je l'avais pas, et let's go, droit dans ma collecte, merci, franchement je suis trop content. Monaco en plus c'est la team en France, si j'avais choisi une team en France, je pense que c'est Monaco que j'aurais choisi. La boîte mystère elle a fait son taf, hein, franchement il y avait plus de 1000 possibilités, et je suis bien content que le hasard ait décidé de cette team, franchement vraiment c'est cool. Donc si vous kiffez le concept, si vous aimez bien justement recevoir des surprises, ou même si vous préférez le foot et le rugby, et un bon maillot c'est fait pour vous parce que justement ils font tous ces sports. Le maillot est quali, hein, franchement c'est du neuf évidemment, c'est un maillot officiel, tout est bien, c'est pas du fake, donc si vous voulez vous faire plaisir ou que vous voulez faire plaisir à un proche, là, à l'approche du Black Friday, écoutez, je vous mets le code promo le 6e homme, là, que vous utiliserez, ça vous mettra 10% de réduction sur toute votre commande, et franchement ça vaut le coup justement d'aller choper des bons maillots de cette qualité à ce prix-là. Non seulement ça vous permet de participer à un concept qui est très cool, mais en plus de ça totalement unique, et en plus de ça c'est un soutien direct à mes projets et à ma chaîne, alors on ne se prive pas, on va commander chez un bon maillot. Shut up and take my money. Aujourd'hui, au vu du nombre de jeunes talents qui sont présents en NBA, je me suis dit qu'il était vraiment intéressant d'essayer de voir ensemble, d'élire en fait le meilleur jeune de toute la NBA à l'heure actuelle. Pour ça, je vais vous aider, et comme d'habitude, j'ai fait des choix préalables qui vont vous permettre de sélectionner, et donc je vais vous présenter 6 gars, en fait ce sera mes 6 choix personnels que je prendrai largement le temps d'aborder, hein, essayer de vous les présenter pour dire quelles peuvent être les forces et pourquoi potentiellement ils peuvent faire partie des meilleurs joueurs de la NBA, mais aussi 4 mentions, donc ça fera 10 joueurs, histoire que tous ensemble, avec les sondages auxquels vous allez participer tout au long du live sur Twitch, on puisse se faire justement un top 10 des meilleurs joueurs NBA de 23 ans ou moins. Maintenant, attention, ceux qui s'attendent à ce qu'on parle de Victor Wembanyama aujourd'hui, ils seront déçus. Et je comprends pourquoi, parce qu'on pourrait attendre fort à ce qu'il soit là. Parce que bien sûr, il répond aux critères, il a le talent, et surtout, il a l'âge, hein, vu que pour faire partie de ma sélection, il faut être né en 2001 ou après. Mais c'est volontaire, j'ai pas pris les rookies, et vraiment c'était un choix de ma part, même un choix marqué, parce que pour moi, même si Wemby nous montre déjà beaucoup de certitudes, et que même s'il y a d'autres rookies qui nous montrent pas mal de certitudes, je trouve que pour l'instant, là, la saison, elle vient juste de commencer, Et l'échantillon n'est pas vraiment assez important pour déjà les mettre en avant dans cette vidéo où on va élire vraiment le meilleur jeune actuel de la NBA. Et je trouverais ça un petit peu injuste qu'un rookie qui performe seulement depuis 3 semaines, même s'il performe très fort, puisse prendre la place d'autres joueurs qui, eux, performent depuis 2-3 saisons. Pour moi, c'est pas comparable. Donc c'est un vrai choix qui est discutable, je comprends, de pas avoir pris les rookies aujourd'hui. Mais ça me permet, je pense, qu'on reste tous un minimum cohérents parce que je tiens à ce que le meilleur jeune ou les meilleurs jeunes qui soient dans le classement aujourd'hui, ils aient quand même un certain
certain passif et afficher des certitudes dans les saisons précédentes et pas seulement 3 semaines, même si je ne doute pas qu'un joueur comme Victor Wembanyama arrivera très vite à avoir les qualités pour être dans le classement. Mais bref, ne vous inquiétez pas, hein, si vous aimez Wemby, si vous aimez les rookies, on aura beaucoup d'autres occasions d'en reparler de cette saison. J'ai déjà pas mal d'idées de concepts, vous le savez, on les classera en tiers. Il y aura peut-être des hot reacts sur Wembanyama s'il continue à être fort comme ça. Enfin bref, il y a plein de choses, il y aura plein d'autres concepts dans lesquels on parlera des rookies. Donc c'est pas grave s'ils sont pas là aujourd'hui. Et en attendant d'en parler, justement, on va parler des 6 joueurs que j'ai décidé de sélectionner, mais aussi des 4 mentions. Et vous le verrez, hein, malgré ces critères bien précis qui ont déjà écarté pas mal de monde, mais ça n'a pas été du tout simple pour moi de ne garder que 10 noms, parce que il y a énormément de talent en NBA à cet âge-là, dans les 2001 et après. Ça a été encore plus dur de réduire ma sélection à 6, au vu de cette espèce d'immense vivier, hein, de jeunes joueurs que présente la NBA à l'heure actuelle. Donc c'est cool, j'ai dû faire des choix tranchés. Donc d'abord le top 6, après les 4 mentions, et que vous dire de plus, rien, hein. Après c'est à vous de voter, de faire le classement, je vous dirai si je suis en désaccord, si je suis en accord, on essaiera de discuter tout ça. Let's go, rien de plus à dire, place à ma sélection. Et pour commencer, je vais vous parler de LaMelo Ball, qui c'est vrai, pour l'instant, en tout cas sur ce début de saison, connaît pas mal de difficultés. Et c'est vrai aussi que ces difficultés, jusqu'à maintenant, elles font beaucoup parler. Et pas mal d'observateurs, là j'ai entendu ou j'ai lu des articles, commencer à se dire que son contrat qu'il a signé là cet été, à hauteur de 260 millions sur 5 ans, ça pourrait peut-être représenter à terme une grosse erreur pour les Hornets, d'autant plus pour un joueur qui passe tant de temps à l'infirmerie depuis sa draft. Et c'est vrai que quand on voit que l'an dernier, on parle d'un joueur avec LaMelo Ball qui a joué que 36 matchs sur 82 possibles, qui s'est déjà plusieurs fois blessé, même si c'était moins important depuis sa draft, et que cette saison-là, jusque-là, vous le voyez sur les stats, son adresse au tir et ses pourcentages sont pas loin d'être catastrophiques, hein, on va pas mâcher nos mots, mais on peut se demander si lui donner une place parmi les meilleurs joueurs de la NBA à l'heure actuelle, c'est bien quelque chose, parmi les meilleurs jeunes de la NBA à l'heure actuelle, on peut se demander si c'est bien quelque chose de légitime. Mais stop, moi je me dis, au bout d'un moment, même si le scoring c'est important, il faut essayer de le mettre un petit peu de côté, et on va essayer de mettre aussi de côté cette espèce de crise d'adresse que connaît le meneur actuellement. Et maintenant, une fois qu'on arrive à oublier ça, ou à faire passer ça au second plan, vous vous rendrez compte que si vous regardez les Hornets jouer, même sans mettre ses shoots, on a un LaMelo qui arrive tout de même à impacter le jeu positivement pour son équipe de bien des façons. En fait, quand on regarde son playmaking, quand on regarde sa qualité de passe, quand on regarde ses lectures de jeu, on se rend vite compte qu'en tant que chef d'orchestre, on a un LaMelo qui déjà fait partie, je pense, et j'ai pas peur de le dire, à 22 ans à peine, des meilleurs de toute la NBA à son poste dans ce profil un petit peu d'organisateur et de chef d'orchestre. Et puis à côté de tous ces caviars qu'il peut délivrer et qui permettent à ses coéquipiers de mieux jouer, de faire le spectacle aussi et d'apporter un petit peu de hype sur ces Hornets, ce qui était bien triste ces dernières saisons. Moi j'aime bien, tu vois, il trouve ses gars dans les bons timings, dans les bonnes dispositions, et ça c'est cool. Mais en plus de ça, il pèse dans d'autres secteurs, comme je disais. Il sait utiliser ses qualités pour prendre des rebonds, il peut même défendre assez fort de temps en temps, même si c'est pas super régulier, mais quand ça compte, il peut se bouger en défense, il a les qualités pour. Parler de ça à Tyrese Haliburton, qui est justement là en fin de semaine dernière a largement pu goûter à la défense de LaMelo dans le money time. Ce joueur qui, mine de rien, est capable de tourner à près de 2 interceptions par rencontre. On dirait que c'est de famille, hein, la défense un petit peu. Pour moi, LaMelo c'est un moins bon défenseur que Lonzo, quand Lonzo est en bonne santé évidemment, mais mine de rien, LaMelo, alors qu'en début de carrière je le trouvais bof dans le secteur, aujourd'hui je trouve qu'il fait le taf, et je me dis que avec lui on a quand même un joueur qui par le passé nous a déjà prouvé qu'il pouvait tourner à 23 points par match, avec des pourcentages qui étaient corrects, sans être excellents, et tout ça me laisse penser quand même qu'au vu de son passif, au vu de ce qu'il a fait, une fois que sa crise d'adresse sera terminée, parce que ça va pas durer ad vitam aeternam je pense, mais il lui faudra pas longtemps pour reprendre le rythme et retrouver ses bonnes habitudes. C'est normal là qu'il ait besoin un petit peu de temps, il a passé tant de temps sans jouer, et c'est normal, peut-être que pour l'instant il connaisse sa crise d'adresse, mais je pense pas que ça dure, comme je viens de vous le dire. Et puis quand je vois qu'en attendant, en plus de ça, justement il est polyvalent, il est utile partout, et il permet finalement à son équipe de Charlotte d'obtenir plus de victoires que ce que j'imaginais en début de saison, même si c'est loin d'être fou, je pense pas que Charlotte fera les playoffs, mais franchement ils sont bien moins ridicules que ce que je pensais. Je me dis que c'est positif pour LaMelo. Et surtout, ça lui donne pas mal d'arguments pour qu'on parle de lui aujourd'hui parmi les 6 meilleurs jeunes potentiels en NBA à l'heure actuelle. Après oui, vous allez sûrement me dire que en ce moment, il joue l'un des pires baskets de sa carrière depuis son retour là, après sa grosse blessure à la cheville de l'an dernier, sa fracture de fatigue. Vous auriez pas tort de dire ça, mais perso je m'inquiète pas, à mon sens, c'est vraiment une question de rythme, une question de forme physique, une question de confiance en lui aussi. Ses instincts ils sont toujours là, ils sont toujours phénoménaux, c'est toujours un super basketteur, et j'ai aucun doute vraiment sur le fait qu'il va vite remonter la pente, non seulement pour retrouver son niveau d'avant blessure, mais sûrement pour faire encore mieux je pense que avant sa blessure. Lui qui à son âge dispose encore évidemment d'énormément de potentiel, et je pense qu'il va
va le toucher ce potentiel, vu que année après année, il gagne en maturité, il gagne en expérience, et ses choix de jeu sont de plus en plus propres. Donc pour le moment, on le voit, il joue toujours avec des minutes restreintes, parce que les Hornets veulent prendre aucun risque avec lui, et je les comprends. Et c'est pour toutes ces raisons que je veux pas être trop sévère avec ses mauvais pourcentages et son début de saison compliqué au scoring pour le moment. Donc au lieu de tirer sur le signal d'alarme, sur la sonnette d'alarme, je reste plutôt optimiste moi quant à la suite, au vu de ce que le joueur a déjà pu nous montrer par le passé. Le mec, il a un jeu trop stylé, vraiment, il est beau à voir, et à mon avis, c'est qu'une question de temps avant qu'il retrouve son rythme et sa confiance. Je sais pas si ça suffira à Hornets pour être compétitif, au vu de toutes les failles que semble présenter ce roster, mais si déjà Lamelo, il pouvait ramener un petit peu, je sais pas, des sourires dans le cœur des fans de Charlotte, tout en faisant en sorte que cette team soit pas la risée de la ligue, comme ça a été le cas l'an passé un petit peu, je me dis que ce sera une bonne chose pour ce mec qui, malgré les difficultés qu'il rencontre en ce début de saison, fait toujours partie, pour moi, du top 6 des meilleurs jeunes en NBA à l'heure actuelle. Parce que, ouais, il a pour mission de porter une équipe sur son dos. C'est pas facile de le faire à 22 ans, mais pourtant, je trouve que, même si la compétitivité n'est pas là, généralement et globalement, et c'est encore plus quand il retrouvera son adresse, qui fait les choses bien, la Melo Ball. Maintenant, si on continue à présenter les joueurs que j'ai choisi de présenter dans l'ordre alphabétique, le prochain, sur ma liste, c'est Scottie Barnes, qui, depuis l'arrivée de Darko Rajakovic en tant que coach des Raptors, paraît vraiment être la pièce maîtresse de ce roster de Toronto, celle autour de qui le front office et l'organisation souhaitent construire, malgré cette situation quand même assez incertaine dans cette franchise, qui fait que jusque-là, on sait pas vraiment quelles sont les ambitions réelles de l'équipe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, malgré cette espèce de flou artistique, et que malgré les présences de joueurs comme Pascal Siakam dans le roster, ou encore OG Anunoby et Dennis Schroeder, pour moi c'est bel et bien par Scottie Barnes que le jeu des Canadiens doit passer majoritairement, et ça tombe bien parce que depuis le début de la saison j'ai l'impression que c'est le cas, et ça prouve à quel point pour sa 3e saison en NBA on a un mec qui est en train d'acquérir un nouveau statut dans sa franchise, mais aussi plus globalement au sein de toute la grande ligue, j'ai envie de dire. Et ce qui me plaît, c'est que dans ce nouveau costume, celui de star de son équipe un peu, même si l'équipe est pas la plus compétitive du monde, mais le mec il assure, et pas qu'un peu, lui qui jamais déjà n'avait pu poster des stats aussi impressionnantes que celles qu'il est en train de pondre depuis ce début de saison, et ce pas juste dans le scoring, attention, mais vraiment dans tous les secteurs du jeu. Là il y a certaines rumeurs qui disent que les Raptors auraient pu avoir Lillard cet été s'ils avaient lâché Barnes, ils ont pas cédé, et franchement, même si les objectifs de la franchise avec Barnes sont toujours flous, et peut-être qu'ils auraient été plus clairs avec Lillard, je pense que Masai Ujiri a pris la bonne décision, tant on a un Barnes qui se montre performant, lui qui en plus de ça, du haut de ses 22 ans, et contrairement à Damian Lillard, a vraiment tout le futur devant lui pour atteindre un niveau complètement exceptionnel pour la suite. Et en fait, plus le temps passe pour le joueur, plus j'ai l'impression qu'il a pas de vraies grosses faiblesses dans son jeu, tant le mec, aussi bien en attaque qu'en défense, il sait absolument tout faire sur le terrain. Ok, son shoot de loin c'est pas le plus affûté du monde, mais les progrès qu'il a fait dans le domaine sont vraiment excellents. C'est un étudiant du jeu, c'est vraiment une espèce d'éponge, c'est vraiment un gros bosseur, Scottie Barnes, c'est un mec qui progresse à vue d'œil, et si au fil de la saison il arrive à maintenir l'excellente adresse au tir qu'il a actuellement et qu'il affiche depuis le début de cette campagne, je suis pas forcément super confiant pour que ça ait lieu, mais si ça ait lieu ça pourrait être une dinguerie, et surtout si ça a lieu, on a un Scottie Barnes qui très vite pourrait surprendre plus d'un observateur, et tant le niveau de sa saison peut être exceptionnel, même si ça suffira peut-être pas, même probablement pas, pour permettre aux Raptors d'afficher de réelles ambitions tout de suite. Ajoutons à ça qu'en défense, depuis sa draft, Barnes c'est juste un énorme crack, qui sur l'homme, en défense individuelle, peut s'afficher un véritable lockdown, il peut aussi briller dans une attaque collective loin du ballon, parce que ses placements sont toujours très bons, et qui, grâce à sa polyvalence, peut vraiment être utile sur plusieurs postes et switcher un petit peu partout. À lui tout seul, je trouve que grâce à son activité globale, son énergie, sa vitesse latérale, ses mains aussi, qui sont toujours actives, son anticipation sur les lignes de passe et ses déflexions, il est limite capable de changer toute l'énergie défensive de son équipe et de s'afficher en leader de ce côté-là du terrain, et rien que pour ça, je trouve que son rôle est essentiel à Toronto, même si évidemment ça ne s'arrête pas là, parce que si ça s'arrêtait que là, je pense qu'on parlerait pas de lui aujourd'hui. Maintenant, on sent aussi que désormais, il s'est bien adapté au rythme de la NBA, notamment en attaque, il maîtrise mieux les rouages du jeu aussi, et ça lui permet de jouer un basket plus mature, plus intelligent, et en parallèle, quand je vois la confiance que ça lui permet de prendre, lui qui par exemple n'hésite plus quand il veut le faire, à s'arrêter en transition, positionner ses appuis et balancer un gros shoot longue distance, je me dis que avec Scottie Barnes, on a un joueur qui est quand même sacrément talentueux, mais vraiment, et ce que j'ai aimé, c'est qu'il l'a prouvé justement pour les spectateurs français qui n'avaient pas l'habitude de le voir, quand dimanche soir il a joué face aux Spurs, il y avait sûrement beaucoup de spectateurs français à cette heure-ci parce que c'était à 21h30, 20h30 peut-être, bref on s'en fout, avec le décalage horaire qui est plus le même, j'ai oublié, mais quoi qu'il en soit,
je crois que le public français, ce dimanche soir, a pu voir à quel point Scottie Barnes était un super joueur, et qui n'a pas juste brillé dans ce match, il brille depuis le début de la saison. Quand tu cumules de la taille, une espèce d'envergure de ouf, de la polyvalence, de la défense, de l'intelligence, du playmaking, je vais en dire plein, du handle si vous voulez, des qualités athlétiques, et même maintenant, une certaine maturité dans le jeu, et un peu de shoot aussi, évidemment que tu te donnes un maximum de chances pour dominer en NBA, et c'est ce que Scottie Barnes arrive à faire actuellement. Pour être honnête, je suis pas vraiment certain qu'il arrivera à continuer sa saison 3 là qu'il est en train de faire sur un rythme si effréné que ce qu'il l'a entamé, mais peu importe, parce que non seulement il est capable d'y arriver, je dis que je suis pas certain, mais il est capable de le faire, mais quand même sans ça, au vu ce que j'ai pu voir dans son jeu, au vu de ses accomplissements qu'il a fait aussi depuis le début, je crois que ça lui permet largement, selon moi, d'être dans le top 6 des jeunes joueurs de la Grande Ligue aujourd'hui. J'ai pas trop hésité quand il s'agit de parler de lui aujourd'hui et de le sélectionner. Ce qui fait peur, je me dis, en plus de ça, si on va encore plus loin, c'est que plus il va s'habituer à son nouveau coach, et ça c'est important, à Darko Rajakovic, mais aussi à son nouveau rôle, parce qu'il faut pas oublier qu'il est débutant dans ce rôle d'option numéro 1 dans son équipe, et plus il pourrait être impressionnant dans le jeu. Déjà qu'il est très impressionnant parce qu'il s'est adapté super vite, imaginez s'il s'adapte encore plus, et qu'il est vraiment super à l'aise avec ça, ça peut vraiment casser des bouches, Scottie Barnes. En plus d'être un défenseur élite, c'est en plus de ça, oui, un joueur qui de plus en plus prouve à quel point il peut apporter dans une attaque, que ce soit sur jeu placé ou sur transition, encore un secteur où il excelle, et on s'en rend compte, ouais, bien sûr, son avenir est brillant, mais si on parle que du présent parce que c'est le but aujourd'hui, je crois que ce qu'affiche Scottie Barnes est déjà de très très haut niveau, et voilà pourquoi, à mon sens, il fait partie clairement des meilleurs jeunes à l'heure actuelle en NBA. Allez, parmi les joueurs super talentueux, et qui à mon sens, pour des raisons X ou Y, n'ont pas réussi jusque-là à performer autant que ce à quoi je m'attendais en NBA depuis leur draft, mais il faut que je parle du numéro 1 de cette QV 2021, Cade Cunningham, qui à 22 ans dispute actuellement lui aussi sa 3e saison dans la Grande Ligue, après n'avoir pu jouer que 12 petits matchs l'an passé pour sa saison sophomore en raison d'une fracture de fatigue au tibia qu'il a éloigné des terrains pendant la majeure partie de l'exercice 2022-2023. Et ça quand même, c'est dommage, tant on sait à quel point les jeunes joueurs de basket arrivent à passer un cap lors de leur saison sophomore, chose que Cunningham n'a pas pu vraiment faire en raison d'un temps bien trop insuffisant passé sur le parquet. Mais tout ça, c'est pas grave. Parce que ok, il a quasiment pas joué l'année dernière, mais Cunningham, ça m'a pas empêché de toujours croire en lui, et j'ai surtout été constamment persuadé de son talent. C'est toujours quelqu'un que j'ai défendu, lui qui déjà a impressionné, on s'en rappelle, beaucoup de monde cet été avec la Select Team, qui a servi de sparring partner à Team USA lors de la préparation pour la Coupe du Monde. Là ça se sent, ça y est, il a repris le basket, il est en forme, il est de retour dans son élément, et vraiment, sa condition physique a l'air au top, et dès le premier match de la saison, le gars là, au Pistons, il nous a montré qu'il était complètement prêt à faire le show, déter pour performer, parce qu'il nous a sorti une espèce de grosse perf avec 25 points et 10 passes à son compteur, et surtout, j'ai trouvé, et c'est ça qui m'a vraiment impressionné, quelques passages offensifs de génie dans ses choix, et aussi dans la façon dont il arrivait à contrôler le jeu de son équipe. Maintenant, bien sûr, à Détroit, encore une fois, ça perd toujours plus que ça ne gagne, mais c'était un petit peu attendu cette saison, mais quand même, je trouve qu'il serait sévère de pas vouloir remarquer certains progrès aperçus de la part de plusieurs éléments de la team depuis l'arrivée de Monty Williams au coaching, et je trouve que Cade Cunningham, justement, fait partie de ces mecs importants qui ont progressé, et je crois que rien que pour ça, il mérite d'être mis en lumière. Au vu du niveau et de la régularité que le meneur affiche cette saison, ouais, on le voit, le talent déborde chez lui et ça donne envie de s'enflammer, sauf que j'ai pas envie de trop le faire non plus, parce qu'on va pas se mentir, pour l'instant en tout cas, il y a encore beaucoup de déchets dans son jeu, lui qui perd une quantité innombrable de ballons, plus de 5 balles perdues par match, presque 6 même, je pense pas me tromper, il faudrait que je vérifie, je l'ai pas fait, mais si c'est pas c'est pas le joueur qui perd le plus de balles dans la ligue depuis le début de la saison, ce serait pas étonnant, et je pense que ça doit l'être, et qui, en plus de ça, en plus de ses ballons perdus, pourrait peut-être encore un peu plus soigner ses pourcentages en améliorant sa sélection de tir pour vraiment progresser. Pour moi, du coup oui, il faut qu'il apprenne un petit peu la patience, c'est évident, mais j'ai l'impression aussi que tout ça provient pas mal d'une espèce d'excès d'envie, où il a si peu joué la saison dernière que maintenant il veut tant faire de choses, il veut tant faire les choses bien en plus de ça, que ouais, il y a des erreurs et des déchets. C'est un mec qui veut énormément partager la balle avec ses potes dès qu'ils sont bien placés. On le voit, c'est sur ses passes souvent qu'il perd des ballons. C'est pas parce qu'il se perd en ISO sur des dribbles, non, c'est que le rebond est pris par son équipe, il a la balle en tant que meneur, il balance une énorme passe de quarterback parce qu'il a un coéquipier qui court super vite devant, sauf que le repli est déjà en place et il va perdre des ballons. Des fois c'est des passes trop risquées, je pense, et c'est ça qui explique les déchets dans son jeu, mais je trouve que ça part d'une envie de partager, une envie de bien faire, et je trouve ça positif. Et même au tir c'est pareil.
Même si les pourcentages sont pas exceptionnels, ils sont corrects. Et en fait, c'est dans l'attitude que je vois une différence, parce que Cunningham, cette saison, contrairement à ses débuts, il hésite plus jamais quand il s'agit de prendre un shoot de loin. Avant, on le voyait, il était un petit peu réticent. Maintenant, go, il splash sur catch and shoot, il place les appuis, et s'il faut, il prend shoot direct. Il prend des pull-ups aussi. Et donc dans sa tête, je trouve qu'il y a eu un vrai déclic qui est super positif. Donc, ok, bien sûr, ça commet des déchets, comme on l'a dit, que ce soit au niveau des pertes de balles et des pourcentages, à cause de trop d'envie, trop de bonne volonté. Mais le mec, il est là pour jouer au basket. Il veut le faire bien en plus et ouais, il essaye juste de le faire de la meilleure façon possible. Je trouve ça vraiment positif, c'est une très bonne chose. Vaut mieux ça que l'inverse en tout cas, clairement. Donc là ouais, on a un Cunningham qui a passé énormément de temps sans jouer, qui doit en plus de ça redécouvrir ses coéquipiers, découvrir ceux qui sont arrivés, découvrir aussi les systèmes d'un nouveau coach et directement en plus de ça agir en leader d'une équipe qui globalement est super inexpérimentée et qui souffre de pas mal d'absences. Et du coup, bah ouais, ok, bah, malgré toutes ces erreurs et malgré tous ces déchets, moi ce que je retiens surtout, c'est le positif parce que grosso modo dans ce rôle, il s'en sort. Il y a juste quelques réglages à affiner, je pense, pour qu'on puisse voir son meilleur visage, et je l'en crois capable, et je pense même qu'il peut le faire au cours de cette saison, au fur et à mesure que les matchs vont avancer. On a un mec qui est grand, hein, très grand pour son poste, qui voit bien le jeu, qui est suffisamment athlétique, qui joue intelligemment, et des deux côtés du terrain en plus, hein, parce qu'avec son envergure, son corps aussi, pareil pour son poste, il couvre énormément de terrain, et en contre un, c'est très difficile de le passer. Donc peut-être que ok, il en fait un peu trop des fois, et ok, oui, il a 22 ans, il apprend encore, mais ouais, vu les qualités immenses qu'il est en train de montrer dans les autres domaines, dans des choses en plus qui semblent parfois innées chez lui, hein, qui montrent que c'est un vrai basketteur, parce que c'est ces choses qui s'apprennent pas dans la vision de jeu, dans le flow du jeu aussi, dans la façon dont il construit. Ben ouais, j'ai tendance à me dire que quand même, Cunningham, déjà à l'heure actuelle, c'est un sacré joueur, et s'il arrive vraiment à appuyer sur les bons boutons dans le futur pour continuer à progresser, je me dis qu'il faudra se méfier du niveau qu'il est capable d'atteindre, parce que ça pourrait vraiment être dément, hein, vu déjà ce qu'il montre aujourd'hui. C'est un vrai basketteur avec un très gros QI, pour le moment dans cette équipe des Pistons, malgré les défaites, malgré les déchets, en fait je trouve ça bien et très positif ce qu'il montre, et je préfère en vrai largement qu'il joue de façon libérée comme Monty Williams le fait jouer aujourd'hui, quitte à ce que oui il fasse des erreurs, plutôt qu'il joue de façon bridée, parce que de toute façon l'équipe des Pistons n'a pas d'énorme ambition collective. Donc let's go, donnez des ballons à Cade Cunningham, laissez-le apprendre et faire de ses erreurs. Pour l'instant il montre qu'il peut en faire de très bonnes choses de ses ballons, il va continuer à progresser, il peut atteindre un niveau dingue, donc je pense que les Pistons ont raison de faire ça, et vu ce qu'il arrive à faire dans ces conditions justement sous le maillot de Détroit, je me voyais très mal me passer de lui dans mon top 6 des meilleurs jeunes en NBA à l'heure actuelle. Passons maintenant à un client qui je trouve est vraiment un sacré candidat pour prétendre à mon trophée honorifique de potentiel meilleur jeune de la NBA, Anthony Edwards, que vous voyez sur le visuel avec ses stats. Mais déjà justement, il suffit de regarder ses chiffres et ses pourcentages pour se rendre compte d'à quel point le Ant-Man est capable de peser sur le jeu d'une équipe des Timberwolves, dont il est devenu, sans aucune contestation possible, sans aucune hésitation possible, le leader, et aussi bien basketballistique, j'ai envie de dire, que charismatique dans une équipe qui, même si elle a soulevé quelques doutes l'an passé, là, depuis le début de cette campagne, est en train de réaliser un début de saison plutôt bon, avec quelques wins références, comme celle qui a été obtenue la semaine dernière face à des Nuggets, qui pourtant, grosso modo, roule sur toute la ligue actuellement. Donc là, tout ça, je pense que le joueur qu'il faut le plus applaudir pour ça, le plus méritant et le plus acteur de ce bon début de Minnesota, c'est Anthony Edwards, bien évidemment. Là, il a fait une très bonne Coupe du Monde, au sein de laquelle il a passé vraiment un cap en tant que scoreur, mais aussi en tant que franchise player, je trouve, en tant que leader, vu que c'est clairement à lui que Steve Kerr a donné les clés de cet été, hein, malgré son jeune âge. Mais on a un mec qui est arrivé cette saison complètement déter pour tout péter. Si déjà, l'an passé, il faisait déjà partie sans aucune hésitation possible des meilleurs joueurs de sa tranche d'âge, je trouve que cette saison, pour moi, lors de cet exercice, c'est encore plus marquant, plus flagrant, plus hallucinant, tant il est arrivé pour commencer cette saison, en polissant absolument tous les aspects de son jeu. Et franchement, il le fait bien. Et puis ce que j'aime avec lui, c'est que certes, ouais, il a progressé sur le terrain, ça se voit, franchement, comme je disais, ça se voit dans les chiffres de façon assez obvious, ça se voit quand on regarde les Wolves, même si je doute que son adresse à 3 points sur le long terme reste aussi exceptionnelle que ce qu'elle l'est actuellement, mais pour l'instant, elle est excellente, donc on va capitaliser là-dessus. Mais là où il m'impressionne le plus dans ses progrès, c'est d'un point de vue mental. C'est pour ça que pour lui, je m'en fais pas trop. Il a vraiment progressé dans cette espèce d'attitude. Aujourd'hui, c'est lui la star. On a l'impression qu'il est né, il est born ready, il est né pour être une star. Ce costume, ce statut, il l'assume et il le fait très bien. Il a un body language qui est souvent très bon, il a celui d'un leader, c'est un mec qui a du charisme, qui est souriant, et surtout, ce que j'aime, c'est qu'il joue avec une énergie qui est contagieuse pour ses coéquipiers, comme si le gars, il avait tellement d'énergie, il était tellement hyperactif qu'il mettait jamais sur pause, et ça, je pense que pour ses potes, pour ses teammates, ça doit être sacrément motivant, ça donne envie de le suivre, et je trouve ça dingue, je trouve ça impressionnant, qu'un mec de 22 ans comme ça, arrive à avoir cette attitude de leader
pour déjà porter les siens, même plus âgés, même plus expérimentés, dans son sillage, et pour ça, un gros GG à Anthony Edwards. Et puis voilà, si on ajoute à ça que, dans les moments importants, c'est un mec qui répond toujours présent, vu qu'il sort quand même d'une campagne de playoff à quasiment 32 points par match, je trouve que ça en fait des arguments pour le Ant-Man, pour le mettre parmi les meilleurs jeunes de NBA à l'heure actuelle. Donc ouais, l'an dernier, on s'en rappelle, il a obtenu sa première sélection pour le match des étoiles. Pour moi, désormais, ok, il a obtenu cette première sélection, mais c'est le début d'une grande série. Pour moi, c'est une espèce de All-Star en puissance désormais, qu'on veut voir chaque année en février, tellement non seulement il joue bien, mais tellement en plus de ça, ça fait plaisir de le voir à ce niveau, ça fait plaisir de le voir avec cette attitude, et surtout ça fait kiffer de le voir jouer avec ce jeu si spectaculaire qui évidemment plaît aux fans. Quand tu mixes tous ces éléments, bien sûr que t'es un joueur qui vend des maillots et qui est bankable, mais aujourd'hui on parle pas que de ça, on parle du niveau de jeu, et je le trouve très bon. Enfin, et je peux même rajouter que concernant sa défense, j'avoue, j'étais vraiment dubitatif au début de sa carrière. Je me rappelle quand j'avais fait un Airball Project à son sujet juste avant sa draft, je disais que ce serait peut-être le secteur du jeu qui pourrait plus l'empêcher de se développer. Et bien aujourd'hui, c'est pas fou, c'est sûr, mais ça passe, franchement, ça passe, à peu près, en tout cas, ça reste average, certes, ça reste dans la moyenne, mais dans le domaine, je trouve que Anthony Edwards, finalement, c'est loin d'être une fraude. De toute façon, quand en défense, t'as au moins l'envie et les qualités athlétiques, je trouve que tu parcours une bonne partie du chemin qu'il y a à parcourir. Non, franchement, est-ce que je dois en faire plus? Je suis en train de chanter ses louanges un petit peu, mais j'ai pas l'impression d'avoir à me justifier plus longtemps pour dire que le Ant-Man, qui bien sûr, devra avant toute chose montrer que sur la durée il peut faire gagner son équipe en tant que leader s'il veut vraiment passer un step et faire partie de cette caste de joueurs qui est au sommet de la ligue, mais qui jusque là, même avant de faire ça, je trouve qu'il coche absolument toutes les cases nécessaires pour rentrer dans mon top 6 des meilleurs jeunes de la NBA à l'heure actuelle. Donc 5e joueur pour aujourd'hui, Evan Mobley, qui bien sûr, encore et toujours, du haut de ses 22 ans, montre qu'il est déjà un défenseur de niveau élite, mais qui a également le potentiel pour devenir aussi un attaquant élite, même si son shoot continue toujours autant à le pénaliser, aussi bien à longue distance qu'au lancer franc. Et là, le truc avec lui, c'est que je m'attendais à ce qu'il step up très très fort en début de saison, parce que il progresse depuis sa draft, je trouve, et toutes les qualités qu'il possède, je trouve qu'elles sont réunies pour imaginer un énorme step up. J'ai l'impression qu'il en a sous la semelle. Et le souci, c'est que malgré une très bonne perf face aux Pacers en début de saison, en tout début de la saison où il avait mis 33 points et pris 14 rebonds, le reste du temps un peu avec lui, depuis le début de cette campagne en tout cas, je suis pas mal resté sur ma faim, et lors des playoffs de l'an dernier aussi. Par exemple là, cette saison, pendant les 2 matchs qui se sont suivis face aux Knicks, là, je sais plus, c'était le 3e et 4e match de Cleveland de mémoire, ces 2 matchs, je les ai regardés attentivement. Et mon objectif, ce que je m'étais mis en tête, c'était de bien observer Evan Mobley. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait pas aussi bien pour lui que comme le match que dans le match face aux Pacers, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Du moins, pas comme je l'espérais. Quand je dis que ça fonctionnait pas, ça fonctionnait, mais pas autant que ce que j'imaginais. Et la réponse, je l'ai vite trouvée et je la trouve simple. C'est juste que, avec la blessure de Jarrett Allen, on a un Evan Mobley qui était complètement amené à jouer au poste 5, au poste de pivot. Et désolé, j'aime beaucoup Evan Mobley, mais c'est pas sa place. Et c'est pas sa place aussi bien offensivement que défensivement. Mobley, c'est un poste 4, rien d'autre. En défense, c'est un monstre dans sa polyvalence, dans sa capacité à tout switcher et utiliser son envergure immense et sa vitesse latérale pour gêner le porteur et protéger la raquette des drives adverses un petit peu. C'est pour ça qu'il flotte un petit peu au milieu de la raquette plutôt que de rester sous le cercle. En gros, c'est le rôle que font les postes 4 habituellement, qui peuvent aller couvrir au périmètre et dépanner un petit peu dans la raquette. Donc oui, encore une fois, en défense, on voit que il est utilisé habituellement comme un poste 4 et c'est comme ça qu'il performe le plus. Cependant, malgré sa taille, Evan Mobley, il a pas vraiment l'attitude d'un protecteur de cercle, c'est pas comme ça qu'il performe. Bien sûr, il peut mettre des contres, mais si tu veux l'utiliser à son full potentiel, je pense que ce serait une erreur de le laisser sous le panier comme on fait avec certains postes secs, certains postes 5. C'est ce que Bickerstaff fait, ok, l'utiliser au poste 5 quand il n'y a pas de Jarrett Allen, mais quand c'est le cas, il n'y a plus vraiment quelqu'un qui va faire ce que Jarrett Allen fait et mettre les contres au second rideau, parce que Evan Mobley, lui, il continue à naviguer un petit peu, et c'est comme ça que la défense de Cleveland est construite. Et c'est le problème quand tu fais jouer Evan Mobley 5, c'est qu'il manque encore quelqu'un derrière lui. Et en attaque, c'est pareil. Mobley, c'est clair, on l'a dit, c'est pas un shooter, c'est plutôt une espèce de créateur en drive ou un face-up, mais peu importe. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est pas un gars qui, comme un poste 5 ou comme beaucoup de postes 5, va passer son temps à poser des écrans sur pick and roll, à justement couper vers le panier ou à attendre son tour au dunker spot. Donc non, Evan Mobley, il a quand même des qualités de créateur en face-up qui va justement faire un petit jab step, essayer d'attaquer le cercle, tenter un petit mid-range. Donc tout ça, c'est ce que fait un poste 4 encore une fois. Donc cherchez pas, Si Evan Mobley
depuis le début de la saison, il a pas répondu à vos attentes, je pense que c'est tout simplement qu'il était utilisé à un poste qui n'était pas le sien, et je pense aussi que le retour de Jarrett Allen dans l'effectif va lui permettre de changer un petit peu cette narrative. Cependant, pour l'instant, on sait pas si ça va avoir lieu ou non, hein, même si Jarrett Allen vient faire son retour, mais qu'il faudra un petit peu plus de temps pour analyser ça, et malgré ces constats plutôt négatifs que j'ai fait juste là, je veux surtout pas enlever Evan Mobley de mon top 6 des meilleurs jeunes actuels en NBA, tant défensivement, pour moi, c'est vraiment déjà un client pour les All Defensive Team, et pourquoi pas un client pour le Depoy, étant aussi offensivement, il semble au moins, sur certains flashs, prendre une confiance qui laisse penser que dans le domaine, à terme, même si aujourd'hui on ne juge pas du potentiel, mais c'est bien de le préciser, à terme, on se rend compte que son potentiel peut être complètement dingue offensivement, même si jusque là, au moins pour ce qui est du scoring, les chiffres ne sont pas aussi élevés qu'attendus. Puis il faut pas oublier aussi que c'est le contexte l'aide pas forcément du côté de Cleveland, où on a du Darius Garland et du Donovan Mitchell dans l'équipe. Forcément, quand t'as deux scoreurs comme ça avec toi, même si Garland n'a pas joué sur le début de la saison, tes tickets shoot sont réduits. Et je suis pas sûr que JB Bickerstaff soit vraiment l'homme de la situation sur le poste de coach pour permettre à ses Cavaliers d'avoir des ambitions, tant je trouve que lui aussi a des limites. Donc ça fait quand même quelques petites excuses, je trouve, pour expliquer ses chiffres scoring, peut-être mal utilisés par Bickerstaff, une équipe où deux joueurs avant lui ont beaucoup de tickets shoot, lui qui pourtant je trouve a toutes les qualités pour devenir au moins à terme, devenir plus créateur, obtenir plus d'ISO et peser beaucoup plus dans le jeu offensif de son équipe. Vu qu'il est un joueur intelligent, qui souvent prend la bonne décision, je pense que ce serait pas trop mal de l'impliquer un peu plus, donc c'est pour ça que j'aimerais que JB Bickerstaff essaye de lui trouver plus de système, même si ce n'est pas le seul responsable et que je veux pas non plus tout excuser Evan Mobley là-dessus, parce que je pense que évidemment c'est aussi à lui de se montrer un peu plus, de s'imposer davantage, de dire coucou je suis là, et d'aller chercher les ballons pour briller un peu plus en attaque, ce qui actuellement ne fait pas, ou parfois il a tendance à regarder un petit peu ses copains jouer. Donc ça l'empêche tout de même pas de tourner à un gros double-double par match sur ce début de saison, lui qui a bien progressé au rebond, regardez il en prend plus de 11 par match, et je pense que malgré les difficultés qu'il a connues à l'intérieur sur ce début de campagne NBA, ce serait quand même précipité de l'enterrer trop vite quand on évoque les meilleurs jeunes de la grande ligue à l'heure actuelle. Avant de passer à mes 4 mentions, on va terminer par Franz Wagner, d'Orlando, qui lui aussi me semble être un candidat très sérieux pour faire partie des meilleurs jeunes de la NBA. Je sais très bien que dans mon live de la semaine dernière, j'ai dit que je pensais que Paolo Banchero avait plus de chances de devenir All-Star que Wagner cette saison, notamment parce que Banchero, je trouve qu'il possède un jeu super spectaculaire qui plaît aux fans, qui augmente la hype forcément autour de lui, mais aussi dans la mesure où l'Italo-américain, Paolo Banchero, me semble posséder un potentiel supérieur et peut-être un plafond plus élevé que celui de Franz Wagner, même si ça reste à prouver. Et je pense que pour ça, il a peut-être plus de chances d'être All-Star à court terme que Franz Wagner. Ceci dit, moi je parle pas d'être All-Star parce qu'on sait que c'est des critères bien particuliers pour être All-Star, il suffit pas forcément d'être le meilleur joueur, mais si je devais choisir, quel est le meilleur joueur aujourd'hui là, à l'instant T, à l'heure actuelle, entre Franz Wagner et Paolo Banchero, au vu de tout ce qu'ils ont montré au moment de ce live depuis leur draft, je pense que ça discuterait très fort, il y aurait des arguments pour les deux, clairement, des positifs et des négatifs, mais je pense que je choisirais l'allemand, et c'est bien pour ça que je l'ai mis aujourd'hui dans mes 6, parce que ok, Franz Wagner, il galère des fois dans plusieurs secteurs, et encore pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que à ce jour, Wagner par rapport à Banchero, il me paraît être un joueur plus sûr, plus intelligent et surtout peut-être plus abouti, plus construit qu'un Banchero qui parfois galère un peu à trouver une réelle régularité. En fait, pour faire simple, en gros, je pense que le visage de la franchise d'Orlando, le joueur le plus bankable pour les fans et les sponsors, c'est bien Paolo Banchero. En tout cas, à terme, c'est sûr, ce sera Paolo Banchero. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans la franchise floridienne. N'empêche que, jusque-là, malgré le fait que le visage de la franchise c'est peut-être Banchero, celui qui pèse le plus dans les wins de ce Magic d'aujourd'hui, et cette équipe du Magic en plus qui globalement réalise un début de saison ultra positif et qui est à mettre en avant, surtout au vu des attentes et des espérances qui étaient placées en eux, franchement c'est fort ce qu'ils font ce Magic, et à mon sens celui qui pèse le plus dans ce bon début de saison du Magic c'est pas Paolo Banchero, c'est Franz Wagner. Franchement déjà regardez ses chiffres, même s'il est pas un joueur hyper athlétique comme son pote Paolo, ou que de manière générale ses pourcentages laissent un petit peu à désirer, moins que ceux de Banchero mais peu importe de toute façon, moi ce que je vois c'est qu'on a un joueur qui n'a pas forcément les mêmes qualités de base et les mêmes qualités innées que d'autres, mais qui lui justement arrive à compenser parce qu'il joue avec sa tête, avec son cerveau. C'est un joueur qui prend les bonnes décisions et qui pour moi il apporte plus de certitude quand on pense à la victoire, et la victoire bien sûr que c'est le but dans un sport collectif, c'est le but premier, et voir que dans cette team du Magic qui arrive à performer quand même cette saison malgré un Banchero qui bien qu'il ait fait quelques bons matchs, enfin surtout un, mais qui Banchero se montre un petit peu
décevant, hein, je trouve, après son trophée de rookie de l'année, vu qu'il peine quand même à confirmer jusque-là de manière générale, bah ça me donne largement envie de mettre ce que fait Wagner en lumière, tant son jeu et son attitude, bah, pour aider sa team d'Orlando, font en tout cas que je le trouve super méritant pour que je parle de lui aujourd'hui. Depuis sa draft en 2021, les progrès que l'Allemand a fait, je trouve ils sont réels, vu qu'année après année, il augmente ses stats dans tous les secteurs principaux du jeu. Puis imaginez, s'il retrouve les 47-48%, là de mémoire 49% peut-être, au tir qu'il affichait sur les années précédentes, lui qui pour le moment cette saison peine un petit peu à retrouver une vraie régularité sur son shoot, mais ça pourrait faire mal, et vu le niveau de jeu et l'intelligence de jeu du bonhomme, je l'en sens capable. Là, remonter ses pourcentages au tir de 7 ou 8%, le mec c'est un monstre d'un coup, et franchement il peut le faire. Faudra voir comment il s'adapte avec un Banchero qui lui aussi va monter en puissance dans la saison, mais je pense qu'il peut le faire. Puis quand on voit en plus de ça, qu'il sort d'une immense Coupe du Monde avec l'Allemagne, et quand on voit aussi le rôle qu'il a eu pour aider cette Mannschaft, cette équipe à aller jusqu'au titre, j'ai l'impression que tous les voyants semblent au vert pour que Wagner confirme sur le long terme en NBA, et c'est pas comme s'il avait pas déjà fait ses preuves depuis le début de sa carrière, aussi bien en NBA que dans le basket international. Du coup, pour revenir à son adresse cette saison, qui est peut-être le truc le plus problématique quand on regarde les chiffres de Wagner, je me trompe peut-être, mais le concernant, j'ai l'impression que c'est surtout une espèce de phase qui va vite passer, et que ses pourcentages, eux, devrait vite remonter. C'est un joueur qui nous a pas habitués à shooter aussi mal. Donc pour l'instant l'échantillon est trop faible, mais j'ai l'impression que ça va vite remonter. Ajoutons à ça que c'est quand même un vrai joueur d'équipe, qui fait les bons choix, qui s'inscrit parfaitement dans un collectif des deux côtés du terrain. Et ouais, faut s'en rendre compte. Je trouve que c'est important de valoriser Franz Wagner pour tout ce qu'il est capable de faire, même si oui, il est pas le joueur le plus funky du monde ou le plus spectaculaire, peu importe. On verra dans le futur comment la hiérarchie se dessine un petit peu à Orlando, et même si à terme je pense que Banchero sera plutôt le numéro 1 et Wagner plutôt le numéro 2, pour le moment, dans cette jeune team, je pense qu'on s'en fout de la hiérarchie. Et en attendant de voir si Banchero il atteindra ou non son plafond, on a un Wagner qui est surprenant, qui fait le taf dans son rôle je trouve de main de maître, avec un mec qui sait tout faire des deux côtés du terrain, qui est certes pas un crack défensif, mais qui est largement dans la moyenne, encore une fois avec sa science du basket, son QI dans le jeu, et en plus de ça, c'est ça, il joue toujours de manière juste et intelligente, malgré ses pourcentages, tout ça, et encore une fois je trouve ça fort pour un joueur de 22 ans, et c'est pour toutes ces raisons que quand je fais mon top des meilleurs jeunes en NBA en mode 2023, comme je le fais actuellement, je trouvais super important de trouver une place à l'allemand parmi mes sélections, peut-être non pas largement, mais peut-être légèrement devant Paolo Banchero. Mais du coup, avant de passer au classement général que vous avez fait pour les votes, on passe aux mentions. Et la première mention, vous vous en doutez, après tout ce qu'on a dit sur lui dans ce qu'on vient de dire sur Franz Wagner, on parle de Banchero. On en a beaucoup parlé, son potentiel est ouf, le niveau qu'il a montré lors de sa saison de rookie est très bon, et tout ça, ça laisse penser que le futur peut être vraiment brillant pour lui. Cependant, j'ai besoin qu'il confirme encore un petit peu plus sur la durée, et trouve peut-être un petit peu plus de régularité si je le place dans mes 6. Pour que je le place dans mes 6. Si on parlait davantage du potentiel, je pense que je l'aurais mis dans mes 6, mais vu qu'on parle du niveau au moment présent, j'ai préféré en mettre d'autres d'aujourd'hui, donc pas de Paolo Banchero dans les 6, mais quand même une mention qui compte. Ensuite, dans la deuxième mention, Josh Giddey de OKC, forcément que j'allais parler de lui. En fait, c'est un de mes plus gros crève-cœurs, tant offensivement, parfois, j'hallucine de voir ce qu'il est capable de faire. C'est une sorte de magicien qui, à OKC, a déjà un très gros rôle, grâce à sa polyvalence, et quand je vois dans tous les secteurs dans lesquels il pèse, au moins d'un point de vue offensif. Maintenant, je crois que ce qui lui a manqué pour être dans les 6, c'est que je pense qu'il doit encore progresser en défense, gagner en régularité aussi, et surtout polir son jeu offensif, commettre moins de déchets pour rentrer définitivement dans la discussion. En tout cas, parmi les mentions, si on fait un top 10 des joueurs de 23 ans au moins, je pense qu'il était important de mettre Josh Giddey. Ensuite, troisième mention sur les 4 avant qu'on passe à la dernière. Il faut parler de Jalen Green encore une fois, parce que avec lui, on dispose clairement d'un mec qui a tout le talent nécessaire pour se construire une carrière fabuleuse. C'est un scoreur incroyable, avec une agressivité vers le panier qui est complètement hallucinante. Cependant, ça se voit, il est encore un petit peu immature, il est quand même un petit peu raw, encore un petit peu brut, et je trouve que ça se voit encore plus avec les nouvelles arrivées à Houston, avec les nouveaux joueurs qui eux aussi ont pris des responsabilités, et avec le changement de coach, avec toute cette nouvelle équipe, avec tout ce nouveau dispositif du côté des Rockets. Il est encore un petit peu jeune, ça se voit, et il peine à montrer qu'il peut vraiment s'afficher en leader. En fait, c'est ce qui lui manque, je trouve, pour passer un step, montrer qu'il peut être aussi un leader dans une équipe plus compétitive. Donc je le mets à la limite du top 6, je le mets dans le top 10, mais pour moi c'est encore un tout petit peu juste pour être dans mes 6 sélections. On verra si vous êtes d'accord avec ça quand on fera le classement final en fonction de vos votes. Et enfin, le dernier,
Ouais, parce que par contre, s'il y en a un, je parlais de Jalen Green qui avait un petit peu de mal avec ça, mais s'il y en a un qui à Houston se régale avec les nouvelles arrivées, mais aussi les systèmes de Ime Udoka, c'est bien le pivot turc Alperen Sengun, qui d'un coup, malgré des noms référencés dans son équipe de Houston, est devenu clairement, en tout cas jusque-là, ça va peut-être bouger, mais jusque-là, est devenu le meilleur scoreur des Rockets sur le début de cette campagne. Le mec est juste trop fort, il score, il prend des rebonds, il construit le jeu, il fait des passes, il shoot avec des bons pourcentages en plus, mais qu'est-ce que vous voulez de plus concernant Alperen Sengun? Il est trop fort. Ok, le Turc qui possède peut-être quelques limites défensives, et encore, je trouve que dans la protection de cercle, il arrive quand même à faire le taf, même si ensuite dans la mobilité, il a beaucoup plus de difficultés. Mais voilà, peu importe, oui, il a des failles, mais parmi mes mentions, il est, je pense clairement, parmi ces 4 mentions, celui pour lequel j'aurais le plus aimé trouver une place dans mon top 6, parce que je trouve pas vraiment d'argument pour pas le mettre, tant ce qui montrait bon, à part peut-être qu'il faut qu'il le montre un petit peu plus sur la durée, mais je crois que ce qu'il a le plus pénalisé, c'est que malheureusement, au vu de tous ceux que j'ai choisis, et de tout ce qu'ils ont montré eux sur la durée auparavant, je voyais pas qui enlever pour intégrer le pivot. Donc une vraie mention pour Alperen Sengun, qui pour moi, il tapait vraiment à la porte du top 6, et c'est pour ça que c'était important, je pense, de faire des mentions aujourd'hui. Et en attendant justement de voir le classement que vous allez me faire en fonction des 6 joueurs que je vous ai présentés dans mes sélections et de mes 4 mentions, on va faire le top 10. Il faut encore que je donne des mentions, parce que ça a été vraiment trop dur, et voilà, je voudrais faire un big up à des mecs que j'ai pas pu placer dans les 10, mais qui eux aussi pouvaient vraiment rentrer et qui tapent fort à la porte. Donc ouais, big up à Shaedon Sharpe, big up à Cam Thomas, big up à Bénédicte Mathurin, qui sont tous les trois des joueurs de grande qualité, mais qui pour moi c'est peut-être encore trop tôt, qui ont besoin de prouver plus sur la durée pour qu'ils rentrent dans le top 10, même s'ils sont vraiment pas loin. Et bien sûr, un gros big up aux Français Victor Wembanyama, pour lequel même s'il y a de quoi, je veux pas encore m'enflammer avant même pas 10 matchs, mais qui sur ces 10 matchs a largement montré qu'il méritait le top 10, voire le top 6. Mais bon, encore une fois, comme je disais, je crois qu'il faut plus prouver sur la durée pour rentrer dans ce top 10, et c'est pour ça que j'ai pas mis de rookie aujourd'hui. N'empêche que ça m'empêche pas de faire un big up à tous ces joueurs que j'ai pas classés et qui pour moi méritaient au moins une mention dans ce live. Épilogue. Allez, c'est l'heure désormais de vous présenter le top 10. Vous l'avez vu, ça a été très dur de ne garder que 10 joueurs. Bien sûr, il y a des joueurs que j'ai pas évoqués tout à l'heure. Je parlais de Shaedon Sharpe, de Cam Thomas, de Bénédicte Mathurin, de Victor Wembanyama, mais il y en a plein d'autres. Il y a du Jalen Duren qu'on aurait pu aussi évoquer. Parmi les rookies, on avait du Chet Holmgren aussi, même si j'ai décidé de pas évoquer les rookies. Non, il y en avait trop. C'est pour ça que j'ai fait des critères sélectifs après 2001 et pas de rookies. Et surtout, j'ai voulu aussi qu'ils aient prouvé plus de choses sur la durée. Ça me semblait important. Mais oui, il y a plein de gars pour lesquels je voulais faire des big up. Quoi qu'il en soit, votre top 10, le voilà. Et on va le commenter ensemble, je vais vous dire si je suis d'accord ou pas. Et à la 10e place, vous voyez Josh Giddey. Et je comprends, un joueur très talentueux, mais qui a besoin de se polir encore. Donc pour l'instant, en numéro 10. En numéro 9, vous mettez Jalen Green. Jalen Green, très talentueux aussi, on l'a dit, un gros scoreur, mais je l'ai vu dans le chat, vous le trouvez trop croqueur, trop forceur, trop individualiste, et je peux le comprendre encore, même si je pense qu'il a encore le temps de polir son jeu, et c'est pour ça qu'il arrive à la 9e place. En 8, vous mettez Paolo Banchero, comme quoi moi je pensais que j'allais me faire un petit peu pourrir parce que j'avais mis dans le top 6, et pour l'instant on le voit, c'est mes mentions qui n'arrivent pas dans le top 6 du classement, donc pour l'instant on est assez d'accord. Moi Paolo Banchero, ça me va très bien aussi de mettre à cette place-là, pour l'instant je suis complètement d'accord. Par contre, moi vous vous rappelez, vu que c'était une mention, ça voulait dire qu'à la 7e place, je mettais Alperen Sengun. Et non, ça veut dire qu'Alperen Sengun, vous l'avez mieux classé que moi, parce que vous, à la 7e place, donc ça veut dire qu'il n'aurait pas été cité dans le top 6, il aurait dû être mis en mention, c'est Evan Mobley. Et je comprends, parce qu'il est un petit peu décevant ce début de saison, comme on l'a dit, mais il n'arrive pas à s'adapter au poste 5, et c'est vrai que pour l'instant, il peut jouer qu'au poste 4. Il a du mal avec son shoot de loin, mais je trouve ça sévère. Je trouve ça sévère, parce que pour moi, c'est déjà un monstre défensif, il est limite déjà candidat pour le Depoy, et je trouve que l'exclure du top 7, c'est un petit peu sévère. Mais je peux vous comprendre, parce que Alperen Sengun vous hype à fond, et pourquoi pas. Mais moi, je mettais Evan Mobley devant Alperen Sengun. Et je mettais aussi Franz Wagner devant Alperen Sengun, comme vous le voyez, parce que Alperen Sengun, vous l'avez mis encore plus haut. N'empêche que Franz Wagner, je suis content, ça veut dire qu'il arrive dans le top 6 pour vous, et franchement, c'est mérité. C'est un joueur de l'ombre, et je trouve que la hype autour de lui n'est pas assez forte, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu, et ce que j'aime un peu plus par rapport à Sengun, c'est qu'il apporte vraiment des deux côtés du terrain. Maintenant, c'est vrai que offensivement, Sengun, il a des skills de grand malade, et je comprends, encore une fois, votre hype sur Alperen Sengun, que j'aurais classé plus bas. Mais ok. Ok pour Franz Wagner qui donc arrive à la 6e place pour vous dans le classement du jour. En 5, c'est LaMelo Ball, toujours pas de Sengun, ça veut dire que vous l'avez classé très haut, le Alperen Sengun. Et là encore je comprends, pour moi en termes de talent il est au-dessus de beaucoup de joueurs, mais le problème c'est que ses blessures l'ont empêché de prouver sur la durée, et encore une fois, alors je ne veux pas qu'on ne se fie qu'au début de la saison, mais c'est vrai que ces pourcentages catastrophiques depuis le début de la saison ne l'aident pas à être classé trop haut. Et je pense que
c'est un joueur qui a le talent pour être vraiment top 2, top 3 des joueurs de moins de 23 ans à l'heure actuelle. S'il avait pas été blessé, il aurait pu. Mais le problème, c'est que ses blessures l'ont empêché de faire des accomplissements. Et je comprends cette sévérité un petit peu le concernant. Et je comprends pourquoi il arrive à la 5e place. Perso, je l'aurais mis devant Wagner aussi. Non, pour l'instant, ça me va. Pour l'instant, ça me va. Et donc, ouais, c'est Sengun qui arrive en top 4 pour vous. Alperen Sengun, effectivement, hein, qui est un crack offensif, qui, à la surprise de tout le monde pour l'instant, est le meilleur scoreur de ses Rockets. Moi, je me disais, ça va être compliqué la saison pour lui. On va voir comment Ime Udoka arrive à gérer, comment il arrive à partager le ballon entre Fred VanVleet, Jalen Green et Dillon Brooks déjà. Ça va être déjà compliqué parmi les extérieurs de trouver des ballons. J'avais peur que les intérieurs soient oubliés. Et ben non, Alperen Sengun, avec tout le talent qu'il a, non seulement il est pas oublié, mais en plus il arrive à se montrer et à s'afficher en tout cas en tant qu'option 1 des Rockets, tout en prenant des rebonds, tout en faisant énormément de passes. J'ai besoin qu'il prouve que sur la durée dans cette équipe, ça peut durer encore, moi, pour le mettre dans mon top 6, mais je comprends que vous vous hypiez. J'ai aussi besoin qu'il défende un petit peu mieux, mais encore une fois, c'est tellement beau que ce qu'il montre en attaque, que je peux comprendre cette 4e place. Moi, il aurait été 7e chez moi. En fait, la différence, elle aurait été là. En 7, j'aurais mis Sengun. En 6, j'aurais mis Mobley. Genre, j'aurais peut-être mis Wagner. Ouais, ça se joue. J'aurais mis Wagner en 6, Mobley en 5, perso. Ball en 4, pardon, et Sengun en 7. Du coup, ça veut dire qu'on a le même podium. On va voir si dans l'ordre, mais ça veut dire qu'on a le même podium. Et en numéro 3, vous avez mis Cade Cunningham. Et voilà, ça aussi, j'avais fait mon podium, et chez moi aussi, il était numéro 3. C'est énorme, ce qu'il montre depuis le début de la saison. C'est dommage qu'il ait si peu joué la saison dernière, et que du coup, sur la durée, il n'ait pas énormément d'accomplissements, il nous est pas encore rassuré sur le fait qu'il pourrait maintenir ce niveau de jeu sur le long terme, mais ce qu'il montre aujourd'hui est exceptionnel. On juge pas du potentiel, mais son potentiel est complètement ouf. Imaginez juste s'il arrête de perdre des ballons et qu'il shoot mieux, ça peut devenir un grand dingo ce mec. Donc oui, Cade Cunningham top 3 des meilleurs jeunes, je valide ça complètement. Ce mec là a un niveau complètement fabuleux. En numéro 2, vous me mettez Scottie Barnes. Et là encore, on est d'accord, on va avoir le même podium, ça veut dire, parce que vous savez très bien qu'il va finir en numéro 1. Mais Scottie Barnes, il est exceptionnel. Peut-être qu'à terme, ce sera pas un numéro 1 de son équipe. Peut-être que ce sera qu'un lieutenant, comme j'ai lu dans le chat. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il est trop jeune pour qu'on puisse conclure de ça. Aujourd'hui, s'il gardait ce niveau de jeu et qu'il plafonnait, peut-être que dans une équipe ambitieuse, son rôle, ce serait d'être lieutenant. Mais le mec a tellement de potentiel, il progresse tellement chaque année, qu'à terme, ça m'étonnerait pas qu'il finisse franchise player, même dans une équipe ambitieuse. Certes, on n'en est pas là. Encore une fois, on ne juge pas sur le potentiel. Mais déjà, tout ce qu'il montre aujourd'hui, et ce début de saison, là, où il s'impose vraiment comme le joueur majeur de Toronto, ça mérite d'être mis en valeur, et je suis complètement d'accord avec cette place numéro 2. Et vous le savez, la place numéro 1, aucune surprise, évidemment c'est Anthony Edwards, un crack, que je l'ai lu dans le chat, que certains trouvaient prétentieux à son arrivée avec ses déclarations. Moi je crois qu'il était juste ambitieux, et bien sûr à chaque fois il disait oui je suis le futur GOAT, mais à chaque fois il disait ça avec un petit sourire, une espèce de sympathie. J'aime son charisme, j'aime son attitude, et ce que j'aime bien c'est qu'en plus d'avoir le niveau de jeu pour être le numéro 1 de ma vidéo aujourd'hui, pour être une espèce de visage d'une franchise, pour être un franchise player, c'est ça, mais en plus d'avoir ce niveau de jeu sur le terrain, il a l'attitude, il a le sourire, il a cette espèce d'énergie contagieuse comme j'expliquais tout à l'heure, et non pour moi c'est no-brainer, je suis content qu'on soit d'accord, on est d'accord sur le podium, mais si il y avait une place, un rang pour lequel je pense on n'avait aucune hésitation, c'était Anthony Edwards top 1, et on est d'accord, donc je vous rappelle le podium, en 1 Anthony Edwards, en 2 Scottie Barnes, et en 3 Cade Cunningham, un podium que je valide complètement, donc comme quoi, on s'est bien fait plaisir dans ce live, on a parlé de beaucoup de joueurs, et moi je vous remercie d'avoir été si nombreux à voter, et d'avoir voté de façon si cohérente, encore une fois un plaisir de discuter et de débattre basket avec vous sur Twitch. Voilà pour ce qui est des meilleurs jeunes NBA à l'heure actuelle, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Vous en pensez quoi, vous? Vous êtes d'accord avec ce classement de la commu? Vous êtes d'accord avec le podium? Ou vous en auriez eu un autre complètement différent? Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude ça m'intéresse à fond. Et pour finir, tu connais, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce vers le haut et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça apporte de la force, et moi j'aime bien avoir de la force. Alors pour ça, je vous remercie d'avance et je vous dis à très vite.